Ouais, bonjour à tous, respirez à fond, c'est Grand Air, le magazine de la montagne et des sports de pleine nature de Télé Grenoble. Aujourd'hui, on va aller se balader aux origines de la glisse, revenir un petit peu en arrière et puis flirter avec les plus hauts sommets de la planète grâce à nos 4 invités. J'ai à mes côtés le réalisateur et photographe Didier Lafont, bonjour. Bonjour. Bienvenue Didier, pionnier des films de montagne, mettant en scène des nouvelles glisses. Vous avez côtoyé également des grands aventuriers au cours de votre carrière, Mike Horn, Jean-Marc Boivin ou Patrick de Gaillardon. Champion des prix dans les festivals de montagne, je crois que vous en avez glané plus de 60 au cours des 3 dernières décennies. Et puis vous êtes, j'ai envie de dire, surtout le réalisateur d'une série culte pour les amateurs de glisse, Apocalypse Snow. 3 films qui ont révolutionné, on peut le dire, le film de glisse et marqué toute une génération. C'était dans les années 80 et en vedette américaine de cette trilogie, il y avait Régis Roland. Bonjour Régis. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le pionnier du snowboard. Vous avez effectivement crevé l'écran à l'époque dans cette série. On n'appelait pas ça le snowboard, je crois que c'était le surf des neiges, le terme dans les années 80. Vous étiez le gentil surfeur poursuivi par des méchants monoskieurs. On verra évidemment ces images vintage au cours de cette émission. En face de vous, il est né une décennie avant Apocalypse Snow. Jean-Yves Fredriksen, bonjour. Bonjour. Alpiniste, parapentiste, guide de haute montagne. Vous mariez souvent la voile et le piolet dans vos expéditions. Et avec succès, vous avez réussi un des exploits de l'été, on peut le dire, un vol en parapente depuis le sommet du K2. Le deuxième plus haut sommet de la planète, c'était une première mondiale. Vous allez évidemment nous raconter ça. On vous surnomme Blutch dans le milieu de la montagne, ça vient d'où ce surnom ? Oula, ça me poursuit depuis les années lycée. Ah d'accord, ça remonte loin. Oui. Bon, rien à voir avec les héros de la bande dessinée. Si, c'est ça, c'est le pénible, c'est Caporal Blutch. Et d'accord. Au début, ça me faisait pas trop marrer, puis maintenant que... C'est resté. Voilà. Bon, vous êtes basé aujourd'hui en Haute-Savoie, mais originaire des Vosges. Ouais, tout à fait. Bon, c'est pas le terrain le plus adapté pour la haute montagne, les Vosges. Si. Si. Contrairement à ce qu'on pense, c'est un super terrain de jeu pour faire de l'escalade avec de la mousse et de la terre, et pas forcément gelé comme en Écosse. Et c'est là-bas que j'ai fait mes armes et que je me suis régalé après en allant sur des plus grandes montagnes. Alors, le point culminant des Vosges, là, votre avis ? 1452 mètres. Ah, pas mal, Didier, pas mal. Régis, plus, moins ? Non, 1400, ouais. Bon, c'est Didier qui est pas loin, 1400, enfin vous êtes à peu près à égalité, 1424, le grand ballon. Donc oui, non, vous êtes pile au milieu. François, vous connaissez la réponse, altitude des Vosges, forcément. Non, joker. François Carrel, journaliste, spécialiste montagne, alpiniste également. Vous avez publié il y a quelques mois ce livre que j'ai là, aux éditions Paulsen, Himalaya Business, qu'avons-nous fait des 8000, dans lequel vous revenez sur le tournant commercial, compris les ascensions des 8000 et notamment de l'Everest ces dernières années. Alors, ça fera écho aussi avec un film qui a un peu bouleversé le paysage en cette rentrée, un film de montagne, signé par un YouTuber, Inox Tag. On en parlera dans cette émission aussi. Avant ça, Jean-Yves, est-ce que vous êtes allé à l'Everest, vous, dans votre carrière ? Non. Non, jamais ? Non, j'ai toujours eu peur de la foule. De la foule. Bon, vous avez fait quand même plusieurs expéditions en Himalaya, notamment, je parlais du piolet et de la voile, avec des expés au long cours en vol bivouac. Ouais, mais après, c'est que des histoires de belles rencontres. En fait, au départ, j'étais dans le Big Wall avec les copains de Big Wall. Après, j'ai rencontré Jean Troyer qui m'a fait découvrir la très haute altitude. Après son AVC, voilà, je me suis tourné vers les vols bivouac en Himalaya. Et puis cette année, j'avais envie quand même de boucler la boucle de la très haute altitude. Ça s'était un peu arrêté avec frustration, avec l'accident de Jean. Et du coup, voilà. Mais aller sur un 8000, ouais, c'est clair que ça veut dire essayer d'éviter les sentiers battus, quoi. Bon, là, on voit des images de Blutch, qui est le film qui porte votre surnom, signé Nicolas Alliot, qui racontait justement un périple à travers les montagnes de l'Himalaya en vol bivouac, en parapente. On vous a vu d'ailleurs avec un violon. Vous avez d'autres cordes à votre arc que le piolet et la voile ? Non, je joue comme une casserole, mais en fait, ça permet d'écouper les périodes de mauvais temps. Ça permet aussi de ne pas trop se prendre au sérieux.
Et puis avec un violon qui pend en dessous le sac à dos, sous le harnais, ben, si on vient à atterrir un peu fort, c'est un petit peu le signal d'alarme qu'il vaut mieux pas se remettre en l'air, quoi. Bon, c'est un bon test. Alors, pas d'Everest, mais vous l'avez dit, le 8000 peut-être le plus difficile de l'Himalaya, le K2 qui est le deuxième sommet des 14 8000. Ouais, bah après, c'est vrai que mon cœur balançait entre l'Everest, pas par une voie normale, ou le K2. Et puis c'est clair que, ne serait-ce qu'au niveau budget, le K2 est vachement moins cher. Le Pakistan propose des 8000 qui sont peut-être 2 à 3 à 4 fois moins chers que le Népal. Et puis c'est vrai que cette réputation de montagne plus difficile et peut-être plus dangereuse. Alors plus dangereuse, c'est pas forcément un bon choix, mais du coup c'est ce qui m'a attiré, quoi. Et voilà. Mais par contre, c'est clair que je voulais. C'est la première fois que je découvrais le camp de base d'une voie normale. Et c'est clair que ça m'a pas donné du tout envie de grimper sur la voie normale. Et puis ben voilà, j'ai eu la chance, ça s'est bien goupillé. J'ai pu faire un truc tout seul. J'ai pas vu une trace, voilà. J'ai pas vu une trace pendant 2 mois. La voie normale, François, notamment en Himalaya, aujourd'hui, quel que soit le 8000, ça ressemble plus à une via corda, comme on peut connaître dans nos montagnes. J'ai quelques images d'ailleurs de cette voie normale du K2, hein, où finalement les alpinistes remontent sur ces cordes fixes tout au long. Voilà, les Népalais qui organisent ces ascensions, effectivement, installent une succession de cordes fixes sur lesquelles leurs clients vont pouvoir progresser en toute sécurité, sans aucune recherche d'itinéraire. Donc c'est une forme extrêmement aseptisée d'ascension. Certains, Bloch ne me contredira pas, disent que ce n'est plus de l'alpinisme, c'est une longue marche qui est effectivement éprouvante, difficile, qui reste dangereuse de par les problèmes liés à la très haute altitude et puis au risque de chute de sérac ou de chute tout court. Mais effectivement, c'est devenu une ascension qui n'a plus rien d'un exploit sportif. C'est un produit touristique. Ça s'est mis en place effectivement déjà depuis 20 ou 30 ans sur l'Everest. Et depuis 10 ans, il y a une forte augmentation de cette activité-là, qui est totalement maintenant maîtrisée par les Népalais, qui ont acquis une expertise et qui sont aujourd'hui à des taux de réussite pour leurs clients qui dépassent l'entendement. Au K2, il y a 2 ans, on a eu 200 personnes au sommet, tous avec oxygène, tous avec l'assistance de 2 Sherpas en moyenne, et ils sont allés au sommet de ce qu'on considérait encore jusqu'à peu comme la montagne la plus difficile du monde. Mais quand on l'a fait dans ces conditions-là, avec ses cordes fixes et avec l'oxygène et avec une assistante lourde, ça devient quelque chose de beaucoup plus banal aujourd'hui. Alors Jean-Yves n'avait pas envie de faire comme tout le monde et de remonter ses cordes fixes, donc vous avez choisi un itinéraire un peu original. Vous avez été d'ailleurs le seul à l'attaquer durant cette période. Ouais, bah après, j'ai grandi, je suis né en 75, j'ai grandi avec des Messner, des Kukushka, des Season, etc. Et puis bah, la face sud, la combinaison d'itinéraires que j'ai fait sur la face sud du K2, ça regroupait un petit peu un parcours sur les traces des légendes. Et c'était un honneur, quoi. C'était trop marrant, quoi. On le voit là, votre itinéraire qui emprunte effectivement une phase de 3600 mètres et des bouts de voie ouverts par les noms que vous avez évoqués. Bah ouais, non, bah je regarde là, c'est juste, voilà, le souvenir il est tout frais, hein, mais quand j'étais au camp de base, que je me disais tiens, ce serait marrant de passer par là, et puis que finalement on arrive à le faire, ben on se dit merde. La classe. Bon, quand on voit la face, c'est pas le terme marrant qui saute comme ça en premier, mais bon. Alors, personnellement, moi, je vais encore en montagne pour le plaisir. Pour me faire plaisir, quoi. Bah ouais, pour en prendre plein les mirettes. Là, j'ai pris énormément de plaisir à grimper. Je m'étais préparé peut-être à en baver un peu plus et finalement, j'avais la banane. J'ai eu la banane tout du long. Après, peut-être sur les 2-3 dernières heures là-haut, j'étais pas tout là, mais je pense que j'avais quand même la banane.
Enfin voilà, je vais en montagne pour me faire plaisir. Ça m'arrive de me retrouver sur une voie normale du Mont Blanc et je respecte tous les gens qui font la voie normale du Mont Blanc, mais c'est pas ma tasse de thé. Et puis certainement pas pendant mes vacances ou en tout cas pendant mes loisirs. En tout cas, cette ascension, vous aviez prévu de la faire en solitaire, par cette voie particulière, sans oxygène? Non, pas par cette voie en particulier. Ça s'est Par décidé sur expérience, place. bah ouais, voilà, c'est la montagne qui décide. Hein. C'est certainement pas nous. C'était hyper pratique parce que l'attaque était à une demi-heure du camp de base. Et puis je pouvais l'observer, je pouvais un petit peu regarder les avalanches couler à droite, à gauche, machin, etc. Et puis apprivoiser ce géant de l'Himalaya qui me foutait la frousse en arrivant au camp de base. Et puis à un moment donné, bah, faut essayer d'apprivoiser le truc. Et voilà. Et certes, ouais, bah voilà, j'ai pas envie d'aller faire la queue leu-leu en tirant sur des cordes, mais tous ces riches, je les respecte. Et puis ils font vivre une économie. Il y a certes les Sherpas népalais qui maîtrisent vraiment le jeu et qui gagnent leur croûte avec ça. Et qui prennent 8-10 000 euros pour aller risquer leur vie 2 à 3 fois par an sur des 8 000, que ce soit au Népal ou au Pakistan ou encore au Tibet. Et puis il y a aussi tous les Pakistanais qui en vivent, quoi. Parce que toute la logistique au camp de base. Et puis il y a aussi des sourdoués au Pakistan qui font les porteurs d'altitude, qui font les guides d'altitude. Et voilà, quoi. Et on va pas leur cracher dessus non plus, quoi. C'est un business. Faut le reconnaître. C'est des gens très riches qui peuvent se l'offrir. Moi, mon expel me coûte 15 000 euros pour ces expéditions commerciales. Un client, il va payer entre 50 et 90 000. Oui, c'est pas le même ordre de grandeur. Alors, pour revenir sur cette voie, vous étiez en solitaire, donc difficile de faire des images. J'ai quand même trouvé des extraits, alors non pas à la montée, mais à la descente, puisqu'un skieur polonais, André Bargiel, a descendu pratiquement la voie que vous avez remontée. Jean-Yves, il y a quelques années, lui, il était en ski. Ouais. J'avais à peu près les mêmes conditions de neige quand je suis monté, et du coup là où il est en train de descendre, j'avais de la taille jusqu'au-dessus du nombril, donc je suis quand même passé bien à droite sur les rochers. Et non, c'est cool, je les ai jamais vues ces images là. Vous reconnaissez l'itinéraire? Ah ouais, carrément. Bah là, c'est le seul passage où je me suis mis un bout de corde parce que c'est une arête un peu effilée avec des corniches des deux côtés. Ça avait l'air plus pratique son année là. C'était en 2018. Non, excellent. Ouais. Non, c'est joli. Bah, je suis remonté exactement ce petit couloir qui était tout en gobelet, du sucre jusqu'à la taille, avec en dessous de la glace noire. Et puis là, il est où? Bah ouais, c'est le petit passage du Sérac. Alors là, il faut le faire dans l'autre sens, parce que lui, évidemment, il descend et vous montiez. C'était la première descente en ski depuis le sommet du K2. Régis, ça n'a jamais été fait en snowboard. Hein. Je ne sais pas si c'est le genre de choses qui vous aurait tenté au début de votre carrière, d'aller ouvrir comme ça des descentes extrêmes. Bah, si vous voulez, moi, en 86, on avait monté une équipe des arcs, que des guides. Moi, j'étais le seul gars qui n'était pas guide. Et le truc, c'était de faire la première descente en snowboard d'un 8000, quoi. Donc, c'était sur le Dhaulagiri. Et on a essayé de faire ça. Mais bon, le Dhaulagiri, c'est une montagne qui est quand même bien dangereuse. Donc, on a essayé, on est monté au camp de base. Après, on est monté sur les différents camps. On redescendait pour s'acclimater. Puis après, on voyait qu'il y avait quand même des grosses avalanches potentielles. Et un jour, on s'est réveillé à 3 h du matin, prêt à partir. On a eu les tentes qui ont branlé comme ça. C'était une avalanche qui descendait d'Dhaulagiri. Et on était au camp de base donc on a reçu le souffle. Bon, après, on s'est recouché. Et puis après, on a quand même essayé de remonter. Mais après, on s'est dit... on est monté jusqu'à 6003 par là. Et on a abandonné parce que c'était vraiment trop dangereux, quoi. Là, il y avait trop d'avalanches. Vous en avez eu d'ailleurs, je crois que votre camp a été recouvert à un moment par une avalanche pendant l'ascension. Ouais, faut pas le dire. Bon. Faut pas le dire que... Non, mais ce qu'il faut pas dire, c'est qu'il y a quand même une énorme part de chance sur ces 8000. Là, on a eu une chance inouïe. Le dernier week-end, hein, c'était à quelques jours de rentrer à la maison. Voilà, on a eu ce créneau de beau qui a pu profiter à Benjamin, Liv et Zeb. Et voilà, génial. Mais on joue... faut admettre qu'on joue un tout petit peu avec le feu sur ces grandes montagnes et que c'est pas impossible que je remette jamais les pieds sur un 8000, ou peut-être, mais en tout cas je crois pas que, enfin j'ai pas du tout envie de jouer à la roulette russe à cocher les 14 cases. Ouais. Vous avez passé, je crois, un mois dans votre camp de base à attendre justement un créneau météo favorable.
45 jours de camp de base, ouais. Moi, c'est une longue expédition, ouais. C'est plus de 2 mois loin de la maison. Et puis, sur les 45 jours de camp de base, 40 jours de neige. Ouais. Donc, c'est bien d'avoir un violon pour s'occuper. Vous l'aviez. Et des aquarelles. Vous aviez monté le violon jusqu'au camp de base. Oh, au camp de base, ouais, tranquillement. Voilà, là, il y a une belle photo. Ouais, non, c'est en fait, en expé, c'est le seul moment où je prends le temps de faire de la musique, quoi. Ici, on passe notre temps à courir. Là, c'était un choix volontaire d'aller 2 mois en expé pour prendre le temps. Parce qu'on sait que sur ces expés, ne serait-ce que pour bien s'acclimater, il faut rien foutre. Et c'est cool de rien foutre, en fait. C'est faire une pause dans la vie, un truc de malade. C'est trop du bien. Pour avoir des bouquins. Ouais, aussi. Et par rapport à... Didier, ouais. Non, si on monte une bibliothèque là-haut au camp de base, il va peut-être pouvoir les louer avec tout le monde qui a. Il y a peut-être un business à Il y a faire. peut-être un business à faire avec une bibliothèque. Ouais. C'est mieux la bibliothèque que ce que tu nous as raconté tout à l'heure. Ouais, on en reparlera, parce que c'était avant que l'émission démarre, mais on en reparlera tout à l'heure avec François. Pour revenir justement à ce que disait François, de l'organisation des voies normales, etc. Vous, donc, vous étiez sur un itinéraire où il n'y avait personne, où il n'y avait pas de corde fixe, et où vous avez dû être autonome à monter votre propre tente, vos propres équipements sur la voie. Ouais, après c'est ce qui fait partie de l'esprit d'aventure, hein. C'est ça que je vais chercher en fait, c'est de trouver son itinéraire, trouver ses emplacements de bivouac plus ou moins protégés des dangers objectifs. Ouais, j'ai une photo de votre camp, je crois à plus de 6600 mètres d'altitude, celui-là. Ouais. Là, dans une crevasse, et tout bêtement, je laisse mes affaires signalées avec une grande sonde accrochée à cette crevasse, et je reviens après une période de mauvais temps de 8 jours. Et non seulement la crevasse s'est ouverte de 2 mètres parce que j'étais un peu trop près du sérac, donc j'ai pu oser dormir là. Et puis je me mets 20 mètres à côté sur un petit replat, et ça m'a fait la même chose avec une avalanche qui est arrivée du dessus. Donc ouais, on est même on peut prendre toutes les précautions qu'on veut, c'est pénible d'être exposé à ces dangers objectifs. Et 3 jours pour gravir depuis ce dernier camp, enfin ce seul camp intermédiaire, le sommet. Pas 3 jours, 32 heures. Voilà, 32 Ouais, heures non-stop. Ouais, c'est comme ça que j'ai appris avec mon copain Jeannot Troyet, qui m'a appris la très haute altitude. Et du coup c'est de l'escalade non-stop, et où on s'arrête surtout pas la nuit pour dormir parce que ça caille la nuit. Donc on est bien mieux à rester au chaud dans sa combinaison, à continuer à avancer. Et puis ici, un rayon de soleil. Là, par contre, on n'hésite pas à faire une petite sieste. En l'occurrence, au sommet, pendant 2 minutes. Ah, vous êtes endormi, là-haut, au sommet du K2. Ouais. Je ne l'ai pas vu venir, celle-là, par contre. C'était pas volontaire. J'étais à bout de souffle, là. Je viens de rater un décollage. Et je suis tombé un peu à la retourne. Je me suis assis. Et puis là, ça a fait switch off. Hop. Et le plus drôle, c'est que la caméra tournait. Donc pour moi, j'ai passé la nuit. Et en fait, j'ai dormi 1 minute 30. Et je me réveille, et je suis encore là. Ça va mieux. Et là, je prends ma voile en boule et je rétale, et voilà. J'ai vu que vous aviez passé peu de temps, finalement. Vous êtes arrivé au sommet, 5 minutes après, vous étiez prêt à décoller avec votre parapente. Vous étiez vraiment focus sur cette deuxième partie du défi. Ouais, il n'y a pas trop de place à l'euphorie. On sait qu'on est quand même dans une zone à la noix, et qu'il ne faut pas traîner là-haut. Et du coup, on fait un petit selfie, et puis on se prépare. On a tellement répété le scénario dans la tête que j'enlève mon sac à dos, j'étale mon parapente, je mets dans mon harnais, paf, 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 je fais mes contrôles. Et puis là, je suis prêt, et je réalise qu'il n'y a pas de vent. Et qu'à 8600 mètres, j'ai jamais décollé, et que ça va pas être le top, quoi. Et du coup, je fais des essais que j'interromps en bas de la pente parce que j'ai pas du tout envie de sauter dans le trou. Et puis je m'épuise bêtement, quoi. Et l'affaire, elle dure tout bêtement 1h30. Moi, je ne sais pas que ça dure 1h30 parce qu'on perd. On perd complètement la notion du temps. Là, c'est un guide, un Sherpa népalais avec une cliente japonaise qui redescend. Donc après, j'ai le sommet pour moi tout seul. Et voilà, il n'y a pas de vent, quoi. J'attends. Et là, je pars à la retourne. Et là, switch off. Une bonne sieste.
on se fait peur quand même sur quelque chose comme ça, parce que si jamais vous n'arrivez pas à décoller, est-ce que vous avez la capacité de descendre? Vous êtes tout seul là-haut? Non, je crois qu'en sortant de la sieste, là, je me dis, je me rappelle me dire, il faut peut-être commencer à envisager de redescendre à pied. Là, tu te donnes encore 1 ou 2 essais, et puis s'il n'y a pas de vent, casse-toi de là, parce que... Et à ce moment-là, il y a Liv et Zeb qui arrivent. Ils arrivent. Liv Sansoz et Bertrand Roche. Et Bertrand Roche. Guide d'haute montagne. Voilà, ils arrivent. Liv, ah, t'es là, Blotch! Et là, moi, je viens de passer la nuit. Donc, c'est pas possible qu'elle soit là le lendemain. C'est des hallucinations. Je lui réponds pas. Je la snob complet. Et là, j'installe mon parapente à 10 mètres d'eux. Et Zeb vient vers moi. Il me dit, t'as besoin d'un coup de main, Blotch? Et je lui dis non, j'attends qu'il y ait du vent. Puis je réalise, je dis, mais lui, c'est pour de vrai. C'est pas possible, là, il y a un truc... Il est là. Et puis, il bienveillant, il m'aide pendant 1 minute. Et puis, à un moment, il me dit, mais tu veux pas y aller? Je dis, non, j'attends qu'il y ait du vent. Et puis, bon, il part se préparer. Et là, au bout de quelques minutes, 2 minutes à peine, je prends une petite rafale. Je sens que ça a envie de voler, quoi. Et là, je cours et je m'envole. Et je me barre. Et c'est vrai que... Finalement, même en arrivant, je me repose à mon camp à 6006 pour récupérer toutes mes affaires et nettoyer la montagne. Et non, je me dis pas que j'ai merdé, je me dis pas que ça fait peur, je me dis juste que mon corps, il avait juste besoin de faire une grosse sieste. Et puis cette micro-sieste m'a super fait du bien parce que le vol, j'en ai pas perdu une miette, quoi. Je me suis régalé, c'était top. Et si vous en êtes au point d'avoir des hallucinations, c'est que là-haut, vous êtes sans oxygène, à plus de 8600 mètres d'altitude, et que, évidemment, on n'est pas dans un état normal. J'ai une petite séquence prise par votre GoPro, après justement un essai où là, vous êtes allongé sur la neige et vous... C'est là. Vous récupérez, c'est là où vous endormez? Ouais. Ah ouais. Là, 20 secondes après, Poum. Ah, j'y vais là. Ça y est, la switch off. Et je dors. Et dans quelques secondes, mon souffle va ralentir. Va ralentir et je dors. D'accord. Voilà. Bon, c'est une petite sieste réparatrice. Ouais. Non, c'est rigolo parce que c'est Jeannot qui m'avait expliqué qu'au sommet de l'Everest en 86, après avoir fait la face nord en 36 heures, si je ne m'abuse, aller-retour. Jeannot, c'est Jean Troyer, qui est un alpiniste suisse qui a réussi les 14 8000. Voilà, avec Erhard Loretan. Il n'a pas fini ses 14. Erhard les a finis, ouais. Et là, je me réveille. Voilà, elle n'a pas été longue. Ça n'a pas été très long, dis donc, la récupération. Ouais, mais ça fait du bien, un truc de malade. Et Jeannot m'avait dit qu'au sommet de l'Everest, ils étaient persuadés tous les deux qu'il y avait une 3e personne. Mais il n'y a jamais eu de 3e personne. Et ils lui parlaient, tous les deux. Et du coup, cette hallucination, cette histoire, il me l'avait racontée. Et moi, Liv, j'ai vraiment cru qu'elle n'existait pas. Je me suis excusé au camp de base. Zébulon, tu crois qu'il n'était pas là? Hein? Zébulon? Si, ils étaient là. Oui, je me suis excusé au camp de base. J'aurais dit. Vous avez remarqué que je vous ai snobé? Je suis vraiment désolé. J'étais persuadé que c'était une alu, quoi. Oui, il était là. On voyait tout à l'heure les images en drone. C'est des images de Sébastien Montaz qui suivait, lui, Benjamin Védré, le 4e Français à vouloir aussi décoller du K2. Et donc, ce jour-là, il y avait un beau temps qui permettait justement ce type de vol. Vous n'avez pas rallumé la GoPro pour le bon décollage, hein. Celle-là, vous l'avez pas. Eh ben non. Ouais, non. Il y a des trucs des fois bizarres. Mais du coup, je décolle et là, je regarde, parfaitement lucide. Je me retourne, je vois Liv et Zeb et là, je me dis ah ouais, ils étaient là pour de vrai. Et je regarde ma GoPro, je dis merde, elle clignote pas. Et du coup là, je sais, elle a un petit souci de connexion, donc j'enlève les gants, j'ai pas froid aux mains. Il y a à peine le vent de ma vitesse du parapente, quoi. Et j'ouvre la GoPro, je retire la batterie avec la petite languette, je la remboîte, je referme, je remets en route, et puis je filme, au bout d'1 minute. C'est là, je suis en train de tourner autour du K2. C'est sublime, c'est démon. Ça va rester un bon souvenir, celui-là. Ça, c'est... Ah oui, en plus avec la mer de nuages en dessous. Ouais. 20 minutes de vol à peu près, c'est ça? 20 minutes de 8006 à 6006. Je me pose pour récupérer mes affaires. Je remballe, tête baissée. Et puis, une fois tout bien rangé, prêt dans mon harnais à redécoller, je m'aperçois que la neige est molle, que le vent est
et arrière, descend la pente, et que j'ai un sac à dos de 25 kg sur les dos, et que je suis certainement un peu fatigué, et que je vais remonter ma tente pour passer la nuit et attendre le lendemain pour décoller dans de meilleures conditions. Elle est pas très grosse, la voie. C'est pas très. C'est un prototype Niviuk qui a été fait spécialement pour l'occasion et qui fait 16 mètres carrés. On ne voulait pas moins parce que justement pour poser au camp de base à 5000 ou à 6006, on avait un petit doute quand même, et même pour pouvoir décoller là-haut. Et finalement, c'est des monosurfaces, hein. Il n'y a plus de caissons. C'est incroyable la prise en charge qu'il y a, quoi. Alors s'il n'y a pas de vent, c'est la crotte, mais par contre, là, je décolle certainement avec une toute petite bourrasque de 10 km/h, et je sens tout de suite que ça veut y aller. Mais ça marche à 8006, puisqu'on a fait les testeurs. Personne n'avait jamais décollé en parapente. Et après, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que maintenant que c'est GoPro, on documente tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire tu t'envoles et tu penses tout de suite à remettre la caméra en route pour documenter le truc. Ouais. C'est absolument impossible. Donc, c'est des documents exceptionnels. Oui. Avant, tu vois, ils ne montaient pas qu'une 16 mm pour se filmer. Donc, je trouve que c'est assez fou. Oui. C'est assez troublant, hein, parce que voilà, tous ces grands alpinistes himalayistes qui ont fait des 8000 sans oxygène auparavant, la bête noire, c'est le poids. Oui. Et là, on abuse parce que on remplace la corde par moi, je suis parti sans corde, hein, je suis parti en solo intégral. Mais mon seul backup, c'est mon parapente. C'est-à-dire que tout au long de l'ascension, s'il y a un souci, si je ne suis pas bien à cause de l'altitude, si je me blesse, si je ne sais pas, si je suis épuisé, je peux me barrer grâce à mon parapente. Et finalement, on se rajoute 1 kg de parapente, 200 grammes de sellette et une caméra. Petite caméra, petite batterie. Et une perche, parce qu'on se dit, ouais, mais bon. Le selfie, quand c'est tu quand même descends. vachement plus classe avec la perche. Bah oui. Et, je suis moins déformé. Et ça a marché. On a réussi. Chapeau à Liv et Zeb, hein, parce que eux, ils avaient un biplace à monter. Et, oui. Et là, c'est pas la même non plus, quoi. Oui, vous avez été... C'est pas le même poids. Non, c'est pas le même poids. Puis il faut décoller en synchronisation quand on est à deux à courir là-haut. Personne n'avait jamais décollé du K2 en parapente. Et ce jour-là, 28 juillet, vous êtes quatre Français. Donc Liv Sansoz et son mari Zébulon en biplace. Vous, et puis Benjamin Végrine, hein, qui lui avait fait une ascension record et qui avait aussi le projet de décoller. C'est quand même marrant de se retrouver au même moment avec la même idée. Vous n'étiez pas concertés forcément. On s'était pas concerté. Après, il y avait quand même un certain suspense autour du K2 parce que c'était voilà, l'Everest a été décollé 4 fois en parapente. C'est bien dire qu'il a été volé. et puis le K2, ça s'était toujours pas fait. Et c'est vrai que ça faisait quand même une petite dizaine d'années qu'il y avait des alpinistes parapentistes qui allaient se casser le nez sur le K2. Et puis voilà, il s'est trouvé que cette année, on était 4 à avoir ce même rêve. Les 4 ont réussi. Et les 4 ont réussi, ouais. On voit des images de Benjamin Végrine, qui lui avait une équipe vidéo autour de lui, donc ce qui a permis d'avoir des images de son vol du K2. Il y aura un film d'ailleurs, Blood, sur votre aventure, où il n'y a pas assez de matière pour construire quelque chose. Alors j'ai plein filmé comme d'habitude, avec même une petite storyboard, parce que j'avais envie de raconter un truc sur la bouffe au camp de base, parce qu'on avait une équipe incroyable de Pakistanais, des cuisiniers, des aides-cuisiniers adorables, rigolos, bienveillants, qui cuisinaient super bien. Et du coup, il y a un petit projet de film, mais ça va être compliqué pour vous l'année prochaine, quand il y aura 3 films qui vont sortir sur le K2. Ah oui, avec la même finalité, il faudra choisir. Bon, si vous cherchez un réalisateur, Didier, je ne sais pas si vous avez déjà tourné en Himalaya dans votre carrière. Non, jamais. C'est trop haut, trop froid. Moi, je suis plutôt dans la décontraction, dans la détente et dans le snowboard et le téléphérique et l'hélicoptère. Bon, ça me va très bien. J'adore les sports de gravité et si on monte mécaniquement. Bon, en tout cas, bravo pour cet enchaînement solo intégral plus descente du K2 avec 25 kilos sur le dos. C'est aussi important à préciser parce que... c'était à la fin. Hein, c'était, c'est la cerise sur le gâteau, c'est de pouvoir vraiment finir sans marcher.
Alors on va rester en Himalaya, on en a déjà évoqué tout à l'heure avec ce livre de François, Himalaya et Business. Vous le disiez, 15 000 euros le coût de votre expé, Blutch. On est loin des sommes qu'investissent les touristes qui veulent s'offrir un 8 000, François. Oui, pour l'Everest, effectivement, le ticket d'entrée va être... pour les tarifs planchers des agences népalaises, à peu près 30 000 euros, auxquels il faudra ajouter, bien sûr, le prix du voyage et de l'équipement. Mais au-delà de ces questions financières, je crois que c'est quand même frappant d'entendre le récit de Blutch et de 2 mois d'expédition pour réussir le K2. Pas d'assistance, pas d'oxygène en bouteille, pas de soutien, pas de traces effectuées. Il faut 2 mois pour faire le K2 dans ces conditions, ce qui est très rare. Le K2 sans oxygène, il n'y a pas grand monde qui l'a fait. Tu fais partie le seul de tout l'été petit groupe. à réaliser ça en style alpin, on va dire. Voilà. En regard, il y a une espèce d'autre monde qui se passe quasiment au même endroit, puisqu'on est sur ces voies, sur la voie normale, donc à quelques centaines de mètres de l'itinéraire choisi par Blutch. Et là, on a, en 2019, un coup de théâtre. On a un Népalais qui s'appelle Nimsdai, Nirmal Purja, qui enchaîne la totalité des sommets de 14 000 en 6 mois. 2 mois pour le K2, 6 mois pour faire les 14 000 sur l'ensemble de l'arc himalayen. Donc, ce jour-là, on se dit, ce type-là est surhumain. Et puis, en fait, moi, je me suis mis à travailler sur le sujet et je me suis rendu compte que, effectivement, derrière ce chrono, cette performance qui a été réalisée avec de l'oxygène, le soutien d'une équipe de Sherpas très, très affûtée, une organisation logistique parfaite pour que tous les créneaux de beau temps correspondent, en arrivant à chaque fois sur des montagnes équipées ou alors que son équipe terminait d'équiper, des transferts en hélicoptère, du pied de chaque montagne à une autre montagne, la plupart du temps. Et donc, cette machine logistique-là, elle lui permet de faire les 14 000 en 6 mois. Et bien, cette même machine, elle est utilisée avec des clients. Et 2 ans plus tard, une jeune Norvégienne, la Lapone, qui est en grande forme, elle fait la même chose en achetant son ticket pour les 14 000. Elle le fait en 3 mois. 3 mois pour faire les 14 000. Donc on est dans quelque chose qui est aux antipodes de l'alpinisme, de l'himalayisme qui est pratiqué là par Blutch. Et c'est un phénomène absolument fascinant à observer parce que on se demande bien quelle est la limite du système. Moi j'appelle ça l'himalayisme industriel à la népalaise. C'est en plein développement. Il y a aussi ils sont excellents sur les prévisions météo, sur le timing, sur l'organisation. Les occidentaux qui arrivent, y compris les guides, se remettent totalement en leurs mains. Et on a des taux de réussite qui dépassent les 70% à l'Everest. 70% des gens qui ont pris leur permis à l'Everest vont aller au sommet parce qu'ils ont une assistance qui est un tapis roulant et qui est une logistique lourde qui leur permet de gravir cette montagne. Et c'est arrivé au K2, c'est en train de s'exporter sur l'ensemble des 14 000. Je rappelle, Blutch évoquait tout à l'heure Messner, qu'il a mis 14, c'est le premier à avoir réalisé ces 14 8000, je crois qu'il a mis une quinzaine d'années ou 14 ans pour... oui, quelque chose comme ça. Le précédent record était de 7 ans, donc on a vraiment, ça datait d'une vingtaine d'années, il y a vraiment un choc. Et c'est là qu'on a pris conscience d'une vraie et d'une profonde transformation du business de la haute altitude au Népal. Ce sont les Népalais qui tiennent ça. Et c'est eux également qui organisent l'expédition au Pakistan. Au passage, ils se comportent avec les Pakistanais d'une manière assez terrible. Ils sont en terrain conquis, ne laissant aux Pakistanais que des miettes, qui n'ont pas, eux, encore acquis tout ce savoir-faire, toute cette logistique, qui n'ont pas ce vécu que les Népalais ont hérité des Occidentaux qui ont inventé ces méthodes d'ascension lourde sur ces montagnes, qui ont inventé les expéditions guidées, donc ce tourisme de très haute altitude, sauf que là, les Népalais sont en train de le porter à un niveau de maîtrise absolument impressionnant. Sauf que derrière la maîtrise, revers de la médaille, il y a une vulnérabilité toujours plus forte, parce qu'à force de mettre de plus en plus de monde
les grands jours à l'Everest, les jours où il y a vraiment un créneau de beau, il peut y avoir 200, 300, Ça, c'est jusqu'à 400 personnes. La photo qui illustre votre livre. Ça, c'est l'arrivée au col sud, donc c'est avant un jour de sommet. Mais quand cette même queue, qui peut prendre des dimensions encore bien plus grandes, hein, est à plus de 8000, tout le monde est sous oxygène, il y a une pression énorme, c'est pas un endroit qui est fait pour accueillir ça. Mais quand j'en ai discuté avec les patrons des agences népalaises que j'ai interrogées pour mon enquête, ils disent mais non, on n'est pas au max, on va faire. Donc là, il y a un système à la montée, un système à la descente. Là, on est sur le Rossolieri, juste sous le sommet de l'Everest. Hein. C'est une photo qui a été prise par Nimsdai lui-même pendant son record 2019. Et voilà, dans ces conditions-là, on est à la merci d'un pépin. Cette année, le jour où il y a 200 personnes qui ont fait le sommet, dont le youtubeur Inuxtag, il y a eu un bout de cette corniche qui s'est effondré parce qu'ils étaient 50 dessus. 6 sont tombés, 4 ont été retenus par les cordes fixes et 2 ont décroché pour des raisons qu'on ne connaît pas bien. On a ces images qui sont effectivement ces images-là, du film Inuxtag. Là, on atteint peut-être les limites du système, sauf que les autorités népalaises et les agences qui développent ce business n'ont pas l'intention de limiter. Donc, elles essayent d'augmenter leur part de marché et de continuer à augmenter le nombre de personnes. La Cour suprême du Népal a demandé au gouvernement pakistanais de limiter le nombre de Népal cette année, le nombre de permis d'ascension cette année attribués aux étrangers. Ça ne marche pas. On est dans un pays où la régulation est complexe, un jeune pays où l'administration n'est pas très forte. Les patrons, ce sont les patrons des agences d'himalayisme. Ce sont les Sherpas qui dirigent ces agences, qui sont désormais le plus souvent des anciens Sherpas d'altitude, climbing Sherpas, qui ont travaillé avec les Occidentaux depuis des décennies et qui, maintenant, ont récupéré le business. Donc ça, il y a un côté positif, c'est que ce ne sont plus les Occidentaux qui sont les maîtres à bord. Et que donc les bénéfices de ce business vont essentiellement aux Népalais. Après, on est sur un système qui, de l'avis de tous les professionnels que j'ai interrogés, mis à part les patrons d'agences népalaises qui disent mais non, on va gérer, tout le monde me dit il va y avoir un jour ou l'autre un énorme carton. Quand on a 100 personnes dans les séracs, sur la voie normale sous les séracs du bottleneck à 8004, un endroit extrêmement dangereux où il faut vraiment passer très très vite, quand on a 50, 60, 80, 100 personnes qui vont rester là des heures, un jour ou l'autre, il y aura d'un seul coup 40, 50 ou 80 morts. À ce moment-là, on dira mais pourquoi on a laissé faire ça ? Voilà. Donc moi, je trouve qu'on a une dénaturation de ce qu'est l'himalayisme aujourd'hui. On devrait laisser ces montagnes à ceux qui sont capables de les gravir by fair means, comme Blutch. Voilà. On va m'accuser d'être élitiste. Les jeunes vont dire vous êtes des élitistes, vous voulez vous réserver ces montagnes. Non, je crois que moi, je sais où je suis un tout petit alpiniste. Je vais plus bas, plus facile, et je trouve que c'est le dernier endroit de la planète où on devrait développer un tourisme lourd comme celui qui est développé aujourd'hui. Et il est développé, c'est pas de la faute des Népalais. Les Népalais ne font que répondre à une demande. Cette demande, elle est celle de l'Occident, des sociétés riches. Alors pas seulement, les Asiatiques, il y a de plus en plus d'Indiens, de Chinois, qui viennent de ces économies émergentes, qui ont beaucoup d'argent et qui rêvent de s'offrir le toit du monde. C'est devenu le nec le plus ultra de pouvoir dire j'ai gravi le toit du monde. Dans ces conditions-là, je trouve que c'est un intérêt relativement limité. On voit le jeune Inox avec son chapeau arriver au sommet. Hein, c'est une explosion dans le pays. Le film qu'il a réalisé, y compris avec une GoPro, mais pas seulement, il avait aussi des cadreurs, des drones. Lui, toute une équipe. Il est dans un mélange de générations, ce qui fait qu'il a une super production de 2h20 qui est en train d'affoler les compteurs, puisqu'il a dépassé les 20 millions de vues depuis en moins d'une semaine. Les 20 millions ont été atteints en 3 jours. Donc, toute une génération découvre l'Himalaya et l'Everest dans ces conditions-là. On trouve, et même si les choses sont montrées, les files d'attente, les déchets, les cadavres sur la voie normale, le côté un petit peu malsain de cet afflux, c'est pas vraiment dénoncé et ça continue à entretenir le mythe et à faire rêver de cet Everest et aussi à montrer une vision de la montagne qui correspond pas à celle qu'on n'aime pas, à celle qu'elle devrait être, à savoir un endroit sauvage où on se confronte à la nature, où on prend des décisions, où on est autonome, où on rate, parce que la plupart du temps, normalement, on rate en Himalaya. Mais là, on rate plus en Himalaya.
on achète son ticket et on va au sommet. Là, on voit justement... Ça, c'est le col sud. Voilà, son arrivée au col sud avec... il constate, hein, lui... Alors, il le constate. Nimsdai, c'est un garçon intelligent Inoxtag. Inoxtag, c'est un garçon intelligent, donc il montre ce qu'il a vu, il montre la pollution, il montre les files d'attente, mais à aucun moment il se rend compte qu'il est lui-même dans la machine et qui va entretenir ce mythe et qui va le conforter pour toute une génération de jeunes Français aujourd'hui. La référence sur l'himalayisme, la vision de la montagne, c'est à travers ce film qu'ils vont la voir. Et ce film, il banalise une montagne totalement dénaturée, une montagne polluée, suréquipée, aseptisée, violentée, j'ai envie de dire. Et c'est un petit peu triste. J'aurais aimé que Inoxtag, avec les gens qu'il avait autour de lui, les moyens qu'il avait, se disent peut-être que pour faire rêver les jeunes et pour leur donner envie de lâcher leurs écrans, puisque c'est son objectif et que c'est hyper louable et que c'est génial, et bravo à lui pour porter ce message-là, il aurait peut-être pu aller le faire ailleurs que sur cet Everest totalement commercialisé et dénaturé. Est-ce que les premiers responsables, et là une question aussi pour Jean-Yves, ce ne sont pas les premiers alpinistes, là on voit Pierre Mazot qui a été le premier Français à gravir l'Everest et qui a été une expédition très médiatisée qui forcément a fait rêver beaucoup de monde et on peut comprendre que quand on rêve de quelque chose et que ça devient accessible quelques années après avec l'évolution technique, avec le travail des Sherpas, on a envie nous aussi de toucher ce rêve. Ce qui est embêtant, c'est qu'il y a que des grisonnants là autour de la table. Il aurait fallu Absolument, avoir un petit jeune pour se défendre parce que voilà, le monde change, il évolue et on est bien obligé d'accepter qu'il y a des gens très peu expérimentés qui réussissent l'Everest et qui gagnent vachement mieux la vie qu'un guide de haute montagne, dont c'est le métier depuis des dizaines d'années. et voilà, c'est une réalité. Mais vous, en tant que guide de haute montagne, si un youtubeur vous demande de l'encadrer jusqu'au sommet de l'Everest, c'est votre boulot, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais l'emmener marcher dans les Vosges. Et puis après, je vais l'emmener marcher un petit peu dans les Alpes. Et puis petit à petit, on va aller faire un bivouac par-ci, par-là, au bord d'un lac. On va boire du vin chaud, du génépi, on va reconnaître les plantes, et puis les animaux, les chamois, les bouquetins, les marmottes, et puis après on prendra un bout de corde, et puis on va... C'est une progression. Mais vous allez finir... Et puis après l'Everest, c'est le Graal ou le K2, mais on fait ça quand on a 40, 50 balais, c'est la cerise sur le gâteau d'une vie, quoi. Si on commence l'alpinisme par l'Everest, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi? Il va s'ennuyer, ce pauvre Inoxtag, pendant les 30 ou 40 prochaines années de sa vie. La démarche que décrit Jean-Yves, il l'a eu dans son aventure d'un an, Inoxtag, puisqu'il a fait appel à un guide reconnu, guide de haute montagne. Encadré par Mathis Dumas, qui est un jeune guide talentueux et qui sait très bien où il met les pieds. Donc, effectivement, il y a en accéléré une formation qui se passe sur quelques-uns des plus grands sommets. Donc il va faire la Dent du Géant, qui au passage est équipé encore de fixe. Puis il va aller au Cervin, qui au passage est équipé également partiellement encore de fixe. C'est pour s'entraîner à manier le Il y a quand même là derrière une trace. Et puis il va à la Mada Blanc, qui est totalement équipé encore de fixe du bas jusqu'en haut par les mêmes professionnels Sherpas dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a quand même une montagne qui est montrée là à toute une génération qui ne correspond pas à la montagne que nous décrit Blutch et à la montagne qui me fait rêver. Alors effectivement, il a raison. Concrètement, j'ai été un petit peu médiatisé sur ces idées-là. C'est un rejet assez large de toute une génération qui dit « vous êtes des vieux cons, c'est vous qui avez inventé ça, c'est vous qui avez détruit la planète, c'est vous qui avez inventé ces modes d'ascension ». Oui, la fascination pour l'Everest, pour les 8000, elle date de générations avant la nôtre. Ça fait 1 siècle et demi que ça dure et elle résiste à tout, y compris à ces drames, à ces files d'attente totalement... mais parce que petit à petit, on se dit que c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça l'Everest et ça continue à faire rêver. Donc oui, moi je pense qu'il y a une responsabilité des médias et je compte notre ami Inox parmi les médias. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, il y a une surévaluation de ce qu'est l'Everest aujourd'hui parce que la manière dont il est abordé, dont il est vendu, n'en fait plus ce qu'il a été pour toute une génération. On voit des images du camp de base là, donc de cet été avec près de 5000 personnes, je crois, qui vivent là pendant plusieurs mois.
aujourd'hui cet appel à la régulation. Il faudrait, si je vous suis François, un permis, non pas un permis financier, mais un permis technique pour pouvoir postuler à l'ascension d'un 8000. Ça paraît utopique dans l'évolution de la société. Les solutions, elles appartiennent aux Népalais. C'est eux qui sont Est-ce qu'ils ont envie désormais, de changer ce business ? c'est eux qui sont désormais à la tête de ce business. C'est eux qui sont en train de l'exporter sur les autres 8000 et dans d'autres pays, y compris, et ils sont maintenant sur le marché des Seven Summits, c'est-à-dire les points culminants de toute la planète. Ce sont aussi des expéditions organisées par ces agences népalaises, à la Concagua, au Kilimandjaro. La responsabilité de ce qui se passe au Népal leur appartient. Notre responsabilité à nous, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour ça que je m'engage, pas parce que je suis frustré ou parce que j'aurai la crise de la cinquantaine, comme le pensent un certain nombre de jeunes qui ont vu mes déclarations, mais parce que je pense que notre responsabilité, c'est de se dire, bon, est-ce que vraiment c'est ça qui est le plus beau à aller chercher en montagne ? Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'imaginer qu'il y a autre chose que l'Everest dans l'Himalaya, qu'il y a d'autres montagnes que l'Himalaya, même y compris, qu'on peut vivre des aventures fantastiques sur des montagnes moins élevées, moins prestigieuses, et que nourrir cette tendance à la commercialisation à outrance de l'Everest et des sommets du 8000, c'est une impasse. C'est une impasse à tout point de vue. Et c'est bien triste, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'irai jamais sur un 8000, ça fait vraiment pas envie. Bon, je ne sais pas si votre appel fera autant écho que certainement pas. Les millions de vues. Absolument pas, mais ça ne nous empêche pas de réfléchir justement au sein du milieu sur comment on travaille à ça. Et la discussion, elle sera aussi à avoir avec effectivement les guides qui sont aujourd'hui, les jeunes guides qui sont aujourd'hui confrontés à cette requête-là. On parlait de ce choix-là pour un jeune guide, le choix qu'a eu Mathis Dumas. Il est lourd de conséquences. C'est lui qui va porter une partie de l'image de l'Himalaya dans les années à venir. On aura l'occasion de discuter avec lui, peut-être au Rencontre Cinéma Grenoble, si tout se passe bien. Et il devrait être là, effectivement. Voilà, on pourra parler de tout ça avec lui. Très intéressant. Il faudra rajouter un chapitre à celui-là, puisque vous l'avez écrit avant le phénomène Inoxtag, donc le business de l'Himalaya. Je pense que vous pourrez lui consacrer effectivement un chapitre et sur les conséquences qu'aura peut-être, sûrement, si je vous crois, François, ce film sur le rapport à la nature des jeunes et à la montagne. Il y a deux autres livres, puisqu'on parle d'Everest. Alors après, on va revenir sur la glisse vintage. Deux autres livres qui viennent de sortir. Réédition en livre de poche de celui-là, Everest, Les Conquérants. C'est signé Gilles Modica. Alors lui, il s'intéresse au siècle qui a précédé la première conquête de l'Everest, 1850 jusqu'en 1953. Et puis High Crime, Crime sur l'Everest. C'est signé Michael Kodas, un écrivain américain. C'est des récits récents, lui, de ces dernières années, où il décrit quelque chose, la face sombre, on va dire, de ces expéditions commerciales, avec des vols sur les camps de base, sur les camps d'altitude, vols de bouteilles d'oxygène notamment, des menaces, des altercations entre les différentes expéditions, même la prostitution qui se développerait sur les camps de base. Il y en a qui viennent avec leur violon, d'autres qui ont des passe-temps moins louables. Voilà, c'est en tout cas à découvrir aux éditions du Mont Blanc de Catherine Destivelle. En tout cas, l'Everest a toujours fait vendre des livres ou des films, et ça risque de continuer. On remercie Inoxtag au passage de nous avoir prêté toutes ces belles images de drone, parce qu'il avait des moyens techniques importants sur cet Everest, et ça m'a permis de mettre en scène cette montagne. Vous l'avez pas vu tous les deux, Régis et Didier, le film d'Inoxtag sur l'Everest ? Moi, j'ai pas Internet. Ah oui, alors là, ça va être compliqué, effectivement. Pas la télé. Ah bah c'est on l'a dit, c'est deux générations différentes, ces jeunes youtubeurs et puis... Alors, je respecte l'espoir physique, par contre, moi, avoir un jumard pendant 4000 mètres, je ne vois vraiment pas, c'est même pas dans mon... Aucun intérêt, mais absolument zéro intérêt. Et je suis sincère, c'est comme faire de l'apnée avec des bouteilles de plongée, quoi. Alors, Inoxtag, ça montre aussi que le film de montagne aujourd'hui, il est accessible à beaucoup de monde, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, notamment à votre époque, Didier, quand vous avez commencé à filmer les disciplines de montagne. Ça ne se faisait pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Comment vous comparez d'ailleurs nos deux époques, où avec un simple téléphone portable, on peut faire un film de 90 minutes qui passe au cinéma parfois ? Le problème, bien sûr, c'était le poids des caméras, la pellicule qu'il faut charger. On n'avait pas une autonomie de filmage qui était très longue. Alors, par contre, maintenant, ce qui se fait en numérique, je trouve ça absolument génial. Quand je critique la GoPro, mais je trouve que c'est un truc absolument incroyable. Et si on l'a vu à notre époque, on l'aurait utilisé. Mais ce n'était pas le cas. Donc, il y a des plans qu'on fait maintenant
tout ce qui est caméra embarquée, je trouve ça c'est vraiment magnifique. On peut vivre des expériences avec des gars qui sont en parapente pendant des kilomètres et des kilomètres. Avant, c'était absolument impossible. Donc, il ramène une émotion qu'on n'aurait pas pu faire avant. J'ai une image à montrer à Inoxtag qui nous regarde forcément dans cette émission. C'est les moyens qu'utilisait Didier Lafont à l'époque. Hein, les caméras, vous l'avez parlé. Hein, c'est une comme ça. Elle est en plastique, mais c'est comme ça. Ça paraît fou. Ça, c'est du 35 mm avec les oreilles de Mickey. Et une caméra comme ça pèse 30 kilos. Bon, on n'avait pas ça, on tournait en 16 mm, mais déjà, entre la caméra et le pied, ça fait déjà bien 25 kilos. Tu vois que les... Alors, on parlait de l'impact que a et que va avoir le film d'Inoxtag. À votre époque, quand vous avez démarré, et notamment vous êtes lancé dans cette trilogie Apocalypse Now. Alors pour la trilogie, j'ai fait que le premier. Oui, vous avez fait que le premier. Après, il y a Laurent Chevalier. Il y a eu 2 autres réalisateurs, mais on va dire que le premier a lancé. Oui, d'accord. Le premier, c'était le départ, mais je n'ai pas fait les 3. J'aurais aimé d'ailleurs, mais Alain Guémard voulait plus de moi parce que j'étais insupportable. Non, je rigole. Non, t'as peut-être pas cru à la trilogie. J'ai beaucoup de choses à faire. C'est fait déjà. Mais c'est un film qui a marqué, en tout cas, lui aussi, une génération. Alors, je ne sais pas si Jean-Yves l'a vu, parce que... Ah non, bah si, non, mais moi j'étais gamin, mais après, direct, de toute façon, derrière Régis, on a tous voulu, on a tanné les parents pour avoir un surf des neiges. Ouais, c'est ça. Et ouais. C'était un film de glisse sans parole, mais pas sans scénario. Hein. Il y avait une histoire qui était évoquée à travers ce premier épisode. Qui a été travaillée pendant plusieurs mois. C'est-à-dire, il y avait un gentil qui était poursuivi par des méchants. Donc, une fois qu'on a eu ce scénario, on a bon point de départ. Il voulait récupérer le génie de la glisse et son secret, en fait. Le gentil était en snowboard, en surf des neiges. Surf des neiges, oui, tout à fait. Et les méchants en monoski, qui à ce moment-là était encore une discipline qui avait du succès. Et leur but, c'était effectivement d'attraper le gentil snowboarder. Le génie de la glisse pour lui voler le secret de la glisse. Parce qu'il allait plus vite qu'eux. Comment vous faisiez pour avoir des terrains immaculés comme ça, vous empêchiez les autres skieurs d'aller dans les coins où vous tourniez? Déjà, il y avait moins de monde à cette époque-là, ouais. Sincèrement. Quand il y avait une chute de neige, il y avait moins de monde qui se précipitait dès la première cabine à 8 heures pour aller dévasser tous les champs de neige. Et puis on a surtout été assisté par Alain Guémard qui avait qui s'occupait un peu de la promotion d'Arc 2000 à ce moment-là et qui arrivait à arrêter le téléphérique de l'Aiguille Rouge pour nous jusqu'à 11h du matin. Ouais. Et puis ensuite, on est en hors-piste, voilà, ça sur Pézène-en-Croix, je sais pas où. Puis on parle des années 80, quoi. Les années 80, c'est quand même il y a longtemps, il y a 40 ans, quoi. Ouais. Mais ouais. Il n'y avait pas d'émeute quand le téléphérique était bloqué pendant 2 heures, les jours de Poudre. Il y avait peu de monde à l'Arc 2000. En fait, c'est surtout sur Arc 2000 et sur Pézène-en-Croix et puis sur l'envers de l'Aiguille Rouge. Donc en fait, on filmait par hélicoptère. Donc on faisait beaucoup de dénivelé. On descendait, on shootait. Des fois, on avait 2 caméras. Hein. Souvent, ouais. On était sur d'ailleurs, Apocalypse 2, Apocalypse 1, c'était 2 caméras dans les pentes. Après, on était remonté par les hélicos, donc on faisait vraiment du dénivelé, quoi. Et c'est comme ça qu'on a pu progresser aussi avec les copains en monoski et moi sur le snowboard. C'était les débuts du surf des neiges. Ouais. Vous étiez pratiquement le premier Français à vous tester sur cette planche. Comment vous avez appris d'ailleurs les techniques? Mais dès le départ, c'était Alain Guémard avait fait venir des Américains aux arcs, donc c'était le team Winterstick. Et les copains, ils étaient en monoski. Puis moi, quand j'ai vu ça, j'ai acheté un snowboard. Et j'ai dit, ça c'est pour moi, quoi. Parce que je sortais du ski de compétition, jeune moniteur. Et j'ai mis 3 mois à comprendre le virage. 3 mois à me prendre des gamelles. Parce que j'essayais de tourner tout de suite sans vitesse. Et au mois d'avril, j'en avais tellement marre que j'ai fait une droite dans une piste noire quand même bien raide. J'ai pris 80 à l'heure, 90 à l'heure. Je savais pas tourner. Ça passe ou ça casse. Ah ouais, et puis là, je me suis penché en avant, j'ai fait un grand frontside. J'ai dit, ah ouais, trop bien. Basculé sur l'arrière, backside, et clic. Le déclic est arrivé là. Et Alain Guémard, il montait sur le télésiège. Il m'a vu faire les 2 premiers virages. Il m'a dit, ah ouais, trop bien. Et il m'a dit ça le lendemain. Et puis il m'a dit, l'année prochaine, on va faire un premier film, qui était Ski Espace, que toi tu as fait. Et puis après, il y a eu Apocalypse 1, et puis c'était parti, quoi. Et alors le succès de ce premier opus d'Apocalypse, alors effectivement, c'est Glisse, Surf des Neiges, qui était encore peu connu à l'époque, très peu connu, le monoski, mais vous avez tout de suite mélangé d'autres pratiques, notamment des pratiques aériennes, hein, le vol libre. On voit un moment le gentil Régis Roland qui est sauvé sur ces images par un delta, parce qu'à l'époque c'était le delta qui était l'outil principal du vol libre. Tout à fait, Mauvais, c'était l'outil principal
principal du moment du vol libre, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Mauvais souvenir pour moi quand même. Ah ouais? Ah ouais, parce que le choc final, j'ai pris un bon palais. Alors ça, c'était pas... Mais qui imaginait ces scènes justement? Comment vous faisiez pour... C'est Didier qui avait l'idée de se dire Ouais, tiens... ça débordait. Ouais. Tous les soirs, on était à Arc de Ouais. Bille, on parlait effectivement de ce qui allait se passer le lendemain. Et puis on dit voilà, on avait un copain qui était très bon en delta. On s'est dit bon, on pourrait peut-être faire un largage de delta. Donc Régis n'était pas vraiment d'accord. Il y a même là, pour de vrai, on se pose des questions, savoir s'il va se larguer ou pas. J'ai une ficelle, j'ai pas de sécurité. Hein. C'est-à-dire j'ai un largueur sans sécurité, quoi. C'est un bout de corde de 8 mm, il tire et Il faut déclencher au bon moment. Ouais. Ouais, je l'ai l'image. Hein. pas trop tard. Là, un clac. Ah ouais. Et là, j'atterris en travers et je prends un gros choc, en fait. Même si c'est en poudreuse, je me suis... C'est un peu plat. Il n'y avait pas de cascadeur forcément pour vous doubler sur ces non, scènes-là. hein. Non, il n'y a pas de cascadeur. Mais ce qu'il faut comprendre dans ces époques, c'est que moi, j'ai fait 4 films, j'étais tout seul aux arcs. Il y avait quasiment personne qui raidait, en fait. Hein. Parce que l'industrie du snowboard n'était pas naissante. Il n'y avait pas de produit, il n'y avait rien, quoi. C'était vraiment Vous aviez la montagne pour vous tout seul. C'est Ah ouais. un peu le parallèle avec l'Everest il y a 50 ans et puis aujourd'hui où dès que la neige tombe, une heure après, on ne c'est peut fini, plus trouver un espace pour filmer de la neigage. Ouais, c'était vraiment le paradis du skieur parce que honnêtement, le matin on décidait où on allait skier par rapport au vent, par rapport à là où il y avait d'avalanche ou pas. Et donc on se disait est-ce qu'on va à Belle-Côte, à la face nord de Belle-Côte, c'était vraiment, on avait la montagne pour nous pour skier. Donc c'était vraiment un luxe absolu. Et surtout avec les hélicos. Oui, fallait pas le dire ça. On montait à pied bah, avec la caméra. On se doute bien que les drones n'existaient pas à l'époque. Un des succès aussi de ce film, c'est l'invention, la créativité, et notamment, vous avez imaginé des disciplines alors qui n'ont pas forcément toutes eu un grand avenir. Le rugby sur neige, je ne sais pas s'il est encore pratiqué de nos jours dans les stations, mais ça faisait aussi partie, je pense, de l'originalité d'un film comme celui-là. Totalement. Le rugby, il y avait aussi des sports aquatiques. Je ne sais pas si ces outils-là existent encore aujourd'hui, Didier. Peut-être dans Interlude. Ah ouais, peut-être. Interville, Interville, pardon. Vous étiez précurseur aussi. Il n'y a pas les vachettes, mais il y a le côté défi. Ça, c'est les rafts sur la neige. Ça peut faire mal, non? Ouais, ça déglingue. On ne dominait rien du tout. Donc ouais, on avait beaucoup de... C'était un grand moment de liberté et de folie. On faisait un peu n'importe quoi. Voilà. Ouais, on essayait de faire ça, on va faire du raft sur la neige. Alain Gamard a cherché des rafts. Il faut tout faire. Et on gonflait les rafts et c'était la découverte un peu de tout, quoi. On savait pas ce qui allait se passer, c'était un petit peu... J'ai même le catamaran, je crois que c'était dans le 3 celui-là, mais ça il fallait aussi y penser déjà et puis oser parce que ça peut mal finir. Il y a un engin de glisse qui n'était pas dans cette petite compilation, mais qui a marqué aussi cette époque. Ouais, évidemment. La fameuse balune. Qu'est-ce qui a eu l'idée? Ah non, alors ça, je crois que c'est Alain. Oui, la balune, c'est le gars qui l'a fabriqué, c'est un, je sais plus Parisien. son nom. Un Parisien. Ouais. Et il avait fait ça avec lui, il voulait se servir de ça pour rouler sur la cime des arbres en descendant. Ah ouais. Ouais. Ouais, il était un petit peu allumé, donc on avait récupéré sa balule. Et ça, c'était énorme. Vous l'avez testé, Régis, vu que vous avez tout testé? Non, j'ai pas Parce que là, elle testé. vous poursuit, mais on peut aussi imaginer que vous avez peut-être aussi... Non, j'ai pas monté dedans. Non. Non, dedans, c'est un mannequin. Hein. Ah bon? Moi, j'ai fait un film avec Garcia, François Garcia pour That's Incredible, dans le vol en Italie. Il est monté réellement dedans pour faire une petite descente, il s'est pété les dents et tout. Ouais, parce qu'il a perdu son casque. Dans la babule, il s'est mangé, il est sorti, il était comme ça. Bon, il y avait un peu de trucage alors dans Apocalypse Now, forcément. Bien sûr. D'ailleurs, Régis Rolland, il était doublé par un cascadeur. Ah ouais, heureusement. Est-ce qu'on peut dire, 40 ans après, que grâce à ce film, ou à cause de ce film, le snowboard a tué le monoski, Didier? Ouais. Je pense qu'il a tué le monoski parce que ça a vraiment explosé. Ça a vraiment démarré après ce film-là. Alors peut-être c'était en adéquation du moment, mais ça. Et ouais, c'était le fait de rider en travers, hein, donc comme en skateboard, comme en surf sur l'eau. Et les gens, ils ont capoté, quoi. En fait, ils se sont dit, mais moi, je vais faire comme lui, quoi. Donc la scène à la fin du film, elle est sauvage. Elle est sauvage, elle a été prémonitoire finalement. Le seul snowboarder a tué l'industrie du monoski. Je crois que j'avais dû voir, il était une fois à la Révolution juste avant, et c'était la grosse mitrailleuse. Non, mais c'était pour ça. Ça, c'était un peu chaud quand même.
Et il tirait au réel, c'est ça le truc. Ah oui, c'est pour ça qu'il est vraiment mort le. Ils ont flingué les C'était sûr monoskieurs, c'est terminé, ce sport s'est arrêté ce jour-là. Premier snowboarder en France, Régis Roland. J'ai pas été le premier. Des gens de la côte landaise qui commençaient à faire un peu de snowboard. Mais moi, j'étais le premier à développer puis à montrer tout ça au grand public. Via UAINA et les comment ça s'appelle les nuits de la glisse. C'est ça qui a vraiment développé ça. Pierre Albert et aussi Paul Loxton, Australien, qui avait amené un snowboard qui était un winter stick. Il y avait une énorme dérive en aluminium dessous et c'était avec des bottes, c'était pas du sur de ski. Vous avez surfé tous les deux longtemps sur cette vague d'Apocalypse Snow. Ça vous a permis de lancer vos carrières respectives? En tout cas, ça a aidé, c'est sûr. Ouais. Oui, ça a aidé. Moi, après, j'en ai fait mon métier. Pendant 35 ans, j'ai été dans l'industrie du snowboard, dans la fabrication. Puis après, à partir de 2008, j'ai fait des skis. Donc pendant 35 ans, j'ai été patron de boîte. J'ai eu des bilans pas terribles. En fait, j'ai fait 4 boîtes. T'es snowboarder, t'es pas businessman. 4 marques. Ouais, j'étais pas forcément. Mais bon, j'ai passé ma vie comme ça, quoi. Vous êtes allé tourner des pubs, les Américains vous ont demandé de tourner des pubs sur les sports extrêmes et notamment on parlait de chute libre tout à l'heure avec un de vos aventuriers, Patrick de Gaillardon. Patrick de Gaillardon, tout à fait. Ça aussi, c'était très nouveau, ce type d'image. C'est vous qui filmez là, non, Didier, non. Là, je suis incapable de faire ça. J'ai fait quelques sauts en chute libre et j'arrive même pas à ouvrir mon parachute tout seul. Donc, j'aurais pas pu filmer. Ça, c'est Patrick Pass, un chuteur qui est un ami de Patrick de Gaillardon, qui filmait ça. Et c'est Patrick qui avait un peu déclenché cette histoire de surf en l'air, quoi, de sky surfer. Et on a vu ça aux États-Unis, ils ont vu le truc, et du coup, on a fait une pub pour Reebok avec ça. Ah c'est sûr que c'était, ils n'avaient jamais vu ça, quoi. Ça n'avait pas existé avant les images qu'on avait fait avant avec Patrick de Gaillardon et Bruno Gouvi, d'ailleurs, c'est tous les deux. Et quand ils ont vu ça, c'était un petit peu une révolution. J'aurais bien aimé voir Régis Roland sur la planche de snowboard là, à pleine vitesse, en chute libre, non? Jamais testé? Il serait passé la tête en bas, puis le reste. Ah ouais, parce que ouais. Bon, il y a eu un retour de Apocalypse en 2008. Je crois que là, oui. Didier, c'est vous qui étiez à la manœuvre pour... 2007. On a essayé de faire un revival, mais... ouais. T'as manqué un peu de budget. Ouais, il y a un mec qui est parti avec 300 000 €, donc le film s'est arrêté un petit peu. On n'a pas pu faire la fin. Mais bon, ça l'a quand même bien fait, quoi, non? Ouais. Global, ça bouge. Ouais, mais... Il y avait des guests, on voit Marc Vera là, sur ce petit teaser. Il y a du monde, il y avait du monde, c'est vachement sympa. Et, oui. Après, oui, on peut pas refaire quelque chose 30 ans plus tard, ça peut être fraîcheur, quoi. On peut pas faire le numéro 1, 2, 3, 4, ça ne marche pas pour moi. Il y a eu la même chose avec les bronzés, 20 ans après. C'est presque un peu du réchauffé. La magie est parvenue. La magie est partie. Il y a des beaux plans quand même. Non, mais les gars, c'est tous des super skieurs, des super surfeurs, etc. Mais la magie, c'est pas pareil. Il n'y a plus la découverte. C'est plus du tout innocent. Le premier était vraiment innocent. C'était tout frais. Et par exemple, on a appelé le film Apocalypse Snow parce qu'Alain Guémard, qui à ce moment-là travaillait vraiment là comme là-bas, il s'occupait des VIP, de tout. Et le soir, il arrivait, oh putain, c'est l'apocalypse, tellement il bossait. Et quand on a fini le film, on est comment l'appeler? J'ai dit, on va l'appeler Apocalypse Snow. C'était parfait. Parce que tous les jours, il arrivait, il bossait à fond, quoi. Et puis au bout d'un moment, on dit, voilà, le nom est tombé sous le sens grâce à Alain Guémard. Bon, il y a encore toute une génération pour qui c'est un film de référence et qu'on n'a pas forcément fait mieux, même si les moyens techniques, même si les glisses ont évolué, mais cet esprit, effectivement, des premiers jets, et là, on peut toujours les voir. Ils sont en ligne sur Internet maintenant. Sur YouTube, depuis longtemps. Ouais. Sur YouTube, donc c'est des films, les plus jeunes, si vous les avez jamais vus, je vous invite à aller les voir. Après un petit coup d'Inoxtag, vous faites un petit coup d'Apocalypse Snow et comme ça, vous aurez un panel assez complet de la production en montagne sur ces 4 dernières décennies. Quittez vos jumeaux et regardez Apocalypse Snow. Je suis méchant. Bon, merci en tout cas d'être venus tous les 4. Je sais que Jean-Yves et Didier étaient membres du jury du festival du film Icare du cinéma à la Coupe Icare cette année. Vous aurez peut-être, Jean-Yves, un film à proposer l'année prochaine, en 2025 ? Ouais, on va voir. C'est toujours faire un film, ça coûte des sous. Avoir des bons contacts, trouver des producteurs, c'est mission impossible quand on ne sait pas faire. Et même quand on a des cheveux gris et qu'on essaye de faire des films qui font marrer et qui font rêver depuis 20 ans, c'est toujours le même problème quand on n'a pas cette fibre.
commercial. Eh ben, on croise les doigts quand même, parce que l'exploit, il vaut le coup, et il pourrait aussi avoir sa place dans les festivals. Vous tournez toujours, Didier, aujourd'hui? On ne veut plus de moi. Ah, Justement, les cheveux gris, ça arrête ah tout ben le voilà, il truc, y a peut-être un truc. Et moi, j'ai jamais réussi à acheter une GoPro, ça coûte trop cher pour ma bourse actuelle. Donc, je suis encore avec ma caméra, mais il n'y a plus de pellicule à mettre dedans. Bon, si vous tournez plus, vous avez quand même marqué l'histoire des films de montagne. Je voulais finir par ces images qui sont liées, je crois, justement au retour d'Apocalypse Now en 2007. Ah oui. C'est un plan séquence, qu'on appelle ça dans le cinéma. Exactement, Ah ouais, de, celui-là, il est beau. de 10 minutes, qui part du dôme du Goûter, qui arrive aux Ouches à Chamonix. Et on a pris des morceaux de ce plan-là pour mettre dans le film Apocalypse Now, le retour. Mais quand on a filmé ça avec Pascal Brun, le pilote, du coup, ça s'est vraiment bien passé. Puis on dit continue. On devait juste faire des séquences. Et puis du coup, on s'est fait embarquer. On a fait le plan du haut en bas. C'était vraiment magnifique parce que tout s'est bien passé. On tournait du bon côté. Les gars en parapente, en speed riding, ils n'étaient pas trop près de nous. Et surtout, alors nous, ce qui nous a bien fait rire, c'est qu'on ne voit jamais l'ombre de l'hélico. Oui, parce que là, on se demande, on pourrait imaginer aujourd'hui, quand on voit ces images, que c'est un drone. Pas du tout, monsieur. Ce n'est pas un drone. Non, mais j'imagine bien. C'est un drone de 3 tonnes C'est un hélico. qui marche au kérosène. C'est pas très. Et vous êtes où Il là? est Vous pas êtes électrique. dehors sur les Non, pales, non, ou... c'est fini ça. On a les mêmes boules qu'il y a pour le Tour de France. Ah ouais. Et c'est un gars qui est aux manettes et on le dirige. Et c'est lui qui cadre, c'est pas moi. Et les speed riders sont en contact avec la prise de vue, ou ils font Absolument leur truc? pas. Non. Non, c'est à l'ancienne ça. Ouais. C'est trop facile. Et là, tu as eu un grand prix là-dessus. Non. J'ai eu un prix au festival du Touvet, là. Saint-Hilaire du Touvet. Ouais, aux Icars du Mention, cinéma. ouais. Mais je sais plus. En tout cas, c'est une séquence qui aura marqué. La même, on peut toujours la voir aussi aujourd'hui sur ces fameux réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Et sur YouTube. Merci. Vous avez même une chaîne YouTube, Didier. Pardon? Vous avez votre chaîne YouTube. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais moi, je l'ai trouvé, cette séquence, une chaîne YouTube sur votre chaîne YouTube. Si vous tapez Didier Lafont sur Internet, avec Merci. un D, vous... La personne qui l'a fait, merci. Qui l'a fait. Je sais pas. Mais aucune. Je suis sérieux. Bon, merci en tout cas à tous les quatre d'être venus dans Grand Air. On a un peu dépassé l'horaire. On termine en image. Le plan séquence fait 10 minutes. On va pas passer les 10 minutes en intégralité, mais allez, pour mettre... Ce qui est magnifique, c'est qu'on voit toute la face du Mont Blanc, toute la face nord, avec les glaciers séracs et tout. et le Voilà, glacier. c'est presque une visite touristique de la face nord du Mont Blanc. Et puis j'ai envie de dire que ces images-là, on peut plus les faire parce que le glacier, il est plus aussi beau qu'il y a 20 ans, avec le réchauffement climatique, malheureusement. En tout cas, voilà, ça nous fait un peu de... On va le refaire, Ah, le glacier. ouais, peut-être, j'espère. Croisons les doigts. Il faut attendre un petit peu. Ouais. La semaine prochaine. Quand on aura toutes les cordes fixes sur l'Everest, ça va repousser. Bon, merci en tout cas à tous les quatre. Merci On beaucoup. termine avec ces images et un petit peu de poésie. Ça nous fera pas de mal pour finir Grand Air.